Antoine Prault, les anciens combattants sont dans l'entre-deux-guerres une force absolument considérable. 7 millions, je crois, en 1920, 5 millions encore en 1930. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ce mouvement se structure en différentes fédérations, selon différentes phases chronologiques, et quelles sont effectivement ces organisations qui naissent de la Grande Guerre, aussi bien dans les villes que dans les campagnes françaises? Premier point à souligner, c'est l'importance de ce mouvement. Parce qu'il y a bien 5 millions d'anciens combattants, ils ne sont pas tous, si j'ose dire, syndiqués. Mais il y a quand même 3 millions d'adhérents aux associations d'anciens combattants au début des années 30, ce qui est considérable. Ensuite, deuxième point, vous avez un mouvement combattant qui s'est constitué avant la fin de la guerre. Le premier congrès national des anciens combattants, il s'est tenu le 11 novembre 1917, pas 1918, 1917. Ce sont des mutilés, des réformés. Les réformés, c'est des soldats qu'on renvoie de l'armée parce qu'ils sont trop blessés, ils ne peuvent plus servir. Et ces mutilés et réformés, on leur appliquait une législation qui datait de 1831 et qui était totalement inadaptée, si bien qu'ils crevaient de faim, ils mendiaient, ils vendaient des fleurs en papier, enfin c'était absolument misérable. Et donc ils se sont organisés pour obtenir la gratuité sur les transports publics, pour obtenir des secours, etc. Et il y a eu dès 1916 des associations à Aix, à Orléans, à Nancy, etc. Et ces associations ont fondé les premières associations nationales. Elles se sont fédérées, elles ont donné naissance à des fédérations nationales d'anciens mutilés. La plus importante est l'Union fédérale des associations de mutilés, réformés et anciens combattants. L'Union fédérale, qui a plus de 900 000 adhérents en 1938-39. À une époque où, avant le Front populaire, la CGT en a 750 000, et après le Front populaire, en 1937, il en a 4 millions. La deuxième association, la deuxième grande vague d'associations, c'est des associations de combattants démobilisés. Alors ceux-là, ils naissent après la guerre, évidemment, et la grande association qui vit encore aujourd'hui, les deux d'ailleurs, l'Union fédérale vit toujours aujourd'hui, c'est l'Union nationale des combattants, qui a été fondée, alors avec l'accord du gouvernement, de l'armée. Elle a été autorisée à faire sa propagande dans les dépôts et dans les cantines militaires. Donc l'armée était d'accord, et elle a d'ailleurs servi, elle a été subventionnée par le ministère de l'Intérieur et par les compagnies de chemin de fer pour s'opposer à la grève des cheminots de 1920. Donc c'est une association qui naît plutôt à droite, tandis que l'Union fédérale naît plutôt à gauche. Et puis là, vous avez des dizaines et des dizaines d'associations qui sont des associations professionnelles, par exemple les anciens combattants du métro, de la SNCF, des compagnies de chemin de fer, parce que la SNCF date de 1937, avec des journaux, parce qu'il y a plusieurs centaines, peut-être même plusieurs milliers de feuilles publiées de bulletins, 4 pages, parfois plus, publiés par ces micro-associations. Il y en a un qui s'appelle par exemple le Percepteur mutilé, qui est le journal des percepteurs mutilés. Et puis vous avez les mutilés des yeux, les amputés, les plus grands invalides, les blessés du poumon et chirurgicaux, parce que chirurgicaux, c'est une des thérapies qu'on utilisait à l'époque. On enlevait la moitié du poumon aux tuberculeux les plus gravement atteints. Donc des myriades d'associations qui vont fonder une confédération et qui vont avoir un effet de lobbying sur les pouvoirs publics extrêmement efficace. Ils vont obtenir la création de la loi sur les pensions du 31 mars 1919. Donc il y a une génération issue de la guerre elle-même, et une génération qui vient après la guerre. Oui, mais issue de la guerre aussi. Issue de la guerre, bien entendu, oui. Mais une génération qui apparaît dès la guerre elle-même, et puis ensuite les démobilisés. Qui apparaît un peu plus tard. Et ce qu'on oublie souvent aujourd'hui, c'est que ce sont des hommes jeunes. Ah ben c'est des hommes jeunes, oui, bien sûr. Contrairement à l'image de l'ancien combattant, vieillard chenu,
Absolument. Et qui veulent peser sur absolument. Mais la vie nationale. L'UNC, c'est aussi elle est un peu moins puissante que l'Union fédérale, mais ça fait quand même pas très loin de 900 000 adhérents. C'est-à-dire que ces deux associations à elles seules font, en adhérents vérifiés, font dans les 2 millions. Les autres, il y en a, bon, je ne vais pas les citer toutes. Alors, ce qui est essentiel à comprendre, me semble-t-il, c'est deux choses. La première, c'est que il y a des associations dans pratiquement deux villages sur 3, 2 communes sur 3. Dans le Loiret, il doit y avoir 300 communes et 200 associations, avec une véritable vie d'association, des assemblées générales tous les week-ends, et des militants du département qui passent pratiquement tous les dimanches de janvier-février à faire le tour des sections locales. Ils font 4, 5, 6 villages dans le même dimanche. Ils tiennent une assemblée générale, on réélit les bureaux et on parle politique, on parle de la paix, on parle de la réforme de l'État. Et ça, c'est tout à fait essentiel. Et ce tissu démocratique qui est très attaché au respect des formes de l'élection des membres du bureau, de la vérification des mandats, de mon point de vue, c'est une des forces sociales qui va, en quelque sorte, faire obstacle à la pénétration des idées fascistes et des méthodes fascistes. Bon. Et ça, c'est le premier point qui est essentiel. Le deuxième, c'est qu'on est à une époque où il n'y a même pas de ministère de la Santé. Il n'y a pas de santé publique. Et il n'y a pas d'assurance sociale. La loi sur les assurances sociales, elle existe dans les territoires récupérés aux Allemands. C'est une législation bismarckienne 1884. Le projet de loi qui naît de la confrontation avec cette réalité alsacienne et mosellane, il va aboutir en 1928 et encore véritablement en 1930. Donc par exemple, la loi des pensions dit que les blessés de guerre ont droit à des soins gratuits. Mais comment on va les payer, ces soins gratuits? Comment on va rémunérer les médecins? Les premiers conflits avec les médecins sur les honoraires naissent de l'application de l'article 64 de la loi du 19 mars. Parce qu'on voulait les payer avec des carnets à souche, et ils ont refusé. Parce qu'ils ne voulaient pas être payés par une administration. Il y a eu toute une politique d'aide aux anciens combattants, notamment, alors les mutilés, il y a quand même eu 1 million d'anciens combattants qui ont été bénéficiaires de pensions de guerre. Et tous les combattants titulaires de la carte ont eu droit en 1932 à la retraite du combattant. Mmh. La retraite du combattant, c'est la première véritable retraite. Et donc vous avez un début de sécurité sociale qui s'esquisse pour les anciens combattants et qui, chose très importante, va être géré de manière paritaire. Le début du paritarisme dans la gestion de l'assistance et de l'assurance sociale en France, c'est l'Office national des mutilés. L'Office national des mutilés, il est géré de façon paritaire par des représentants d'associations de mutilés et par des fonctionnaires, des personnalités qualifiées, des députés, des sénateurs. Et ce paritarisme qui persiste dans la société française aujourd'hui, il a été inventé par les anciens combattants. Donc cette organisation des anciens combattants, elle a laissé plus de traces qu'on ne croit dans notre société actuelle.